Et de retour dans la tranche info, place maintenant à l'échanger au débat dans notre focus. Et en première partie, nous allons découvrir donc l'agence Maranatha Tour. Et à cet effet, je reçois Daryl Brudet, son président. Bonsoir Monsieur Brudet. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les C10. Et nous sommes également en compagnie de Léna Djanou PLB, qui est chef d'équipe guide accompagnatrice en montagne, toujours à l'agence Maranatha Tour. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et nous avons Maëdy Zamour, chargée de communication, toujours à l'agence. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Good, c'est super. Alors, on va faire un focus donc sur cette agence de voyage qui a un petit volet assez particulier puisque visiblement vous détenez la concession pour l'exploitation par exemple des chutes du Carbet. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir ce principe tellement il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens je pense qui ont ce genre d'activité. Hein, donc on aimerait en savoir plus sur cette aventure déjà. Vous êtes une agence de voyage, donc vous proposez des offres, des activités un peu partout. Est-ce que déjà vous étiez dédié au tourisme vert? Alors, il faut savoir que Maranatha Tour, en fait, ce n'est que la continuité d'une première agence qui était un peu limitée dans son développement, qui était Nature Expérience au départ. Donc, ça fait déjà presque une trentaine d'années qu'on est dans le domaine. Et donc, en fait, le développement, effectivement, pour nous en Guadeloupe, on a vraiment, c'est un pays qui est extraordinaire, quoi, qui est merveilleux. Et donc, le problème, c'est que il y a vraiment, il manque une valorisation de ce patrimoine-là. On en parle tout le temps. Tout le temps. On a un problème de valorisation. La richesse est là, mais on ne peut pas valoriser. Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'était justement d'utiliser ce support-là pour pouvoir permettre, déjà dans un premier temps aux Guadeloupéens eux-mêmes, de se rendre compte de la richesse de leur patrimoine et de s'y approprier, de vraiment de prendre le taureau par les cornes et puis voilà, de former aussi, d'informer et de former nos plus jeunes parce que nous, on n'est pas éternel, donc pour avoir une vraie succession, pour qu'on puisse en fait avoir des gens qui sont bien formés et informés pour pouvoir recevoir les visiteurs parce que en fait, comme j'aime bien dire, on a... En tout cas, c'est pas avéré, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de pierres précieuses. En tout cas, on a du semis, mais pas précieuses. En tout cas, c'est pas avéré. Mais on a cette richesse qui est le patrimoine naturel. Et donc, cette richesse-là, normalement, est censée être en mesure de nourrir ses enfants, les enfants de Guadeloupe. Et donc, c'est ce dans quoi on s'est inscrit, en tout cas, depuis une bonne trentaine d'années, pour permettre, en fait, à nos compatriotes de s'approprier véritablement cette richesse-là et pas attendre que ça vienne de l'extérieur et qu'on veuille encore une fois nous montrer ce qu'on doit faire chez nous. Voilà. Donc, on a un joyau. Trois joyaux que sont par exemple les chutes du Carbet, magnifiques chutes, normalement tout le monde a déjà été en visite. Presque tout le monde. Presque tout le monde, ouais. Pour le coup. Mais c'est vrai qu'on pêche puisque nos sites sont libres d'accès, tout le monde peut y aller. On n'a pas la tradition effectivement de payer pour accéder à un site. Donc comment on commence effectivement à pouvoir rentabiliser un peu cela? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années au sein du parc national, puisqu'en fait, c'est un site quand même qui est en cœur de parc. Et donc, c'est important de le souligner, puisqu'en fait, c'est un site qui est sensible. Et donc, du coup, ça demande effectivement une gestion particulière. Ça demande effectivement apporter un regard, un intérêt particulier. Donc, au travers de ça, donc, il y a un cahier des charges, en fait, à savoir, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et justement, comme la plupart des sites notamment et particulièrement les sites en cœur de parc sont effectivement accessibles un peu à tout le monde, mais tout le monde n'a pas forcément l'information à savoir comment ils doivent se comporter. Donc en fait, c'est pas compliqué. Nous, ça fait 3 ans qu'on a justement la gestion de cette concession-là. Je suis du Carbet, du Grand Étang, mais je te cache pas que quand on est arrivé, on a dû évacuer pratiquement une benne à ordures. De déchets qui étaient là comme ça, voilà, c'était... parce qu'en fait, les gens, ils profitent, mais ils n'ont pas la connaissance forcément de l'impact que peut avoir en fait leur passage quand ils laissent traîner des choses, des mégots, enfin bref, voilà. Et donc, du coup, nous, on est là aussi justement pour les sensibiliser là-dessus.
et pour préserver justement le site, parce qu'on a besoin que nos enfants qui nous ont prêté ça puissent être fiers demain. C'est une espèce de vitrine aussi, si nos vitrines Exactement. sont sales. C'est un projet pilote en fait, puisqu'en fait cette concession-là, c'est quasiment la seule de France et de Navarre. Donc en fait, c'est vraiment un projet pilote, un projet justement sur lequel on devrait pouvoir effectivement se baser pour pouvoir développer d'autres projets comme ça sur les grands sites de Guadeloupe, parce qu'on y a plein de sites et il y a plein de chômeurs en Guadeloupe, et je pense que sincèrement, il y a moyen de remédier. On a de quoi. Ah oui, on a vraiment de quoi le faire. Mais encore faut-il avoir une vision. C'est ça. Et voir sur le long terme. C'est ça. Et quand on a la vision, après, pouvoir laisser travailler ceux qui ont la vision, quoi. Et au contraire, de les accompagner, de leur permettre justement de développer cette vision-là, parce que il y a de quoi faire, et surtout, ça peut être vraiment rentable pour tout le monde, quoi. Mais ça reste la finalité. C'est ça. On a de beaux paysages, on a des choses à exploiter, mais on pêche sur la conversion en euros. C'est ça. On a beaucoup de mal. On a beaucoup de problèmes de ce côté. On aura par exemple une problématique, et tout le monde peut répondre puisque vous êtes aussi sur le terrain. On a une problématique, par exemple, en business, on dit no parking, no cash. Par exemple, pas de parking, pas d'argent. On a de gros soucis en termes de stationnement ici. On hésite, par exemple, à mettre des stationnements payants sur des sites qui pourraient effectivement rapporter gros. Quel est votre positionnement dessus et comment on devrait agir par rapport à ça, selon vous? Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, la loi française, elle est un peu... des fois, c'est clair, en même temps, il y a toujours des... Voilà, enfin, on dirait que... Il y a des flous artistiques. Voilà, c'est ça. On fait, mais en se disant que, voilà, on laisse toujours une petite porte ouverte quelque part, voilà. Et donc, l'accès à la nature, c'est quelque chose qui est gratuit et qui doit rester gratuit selon la loi française. Ceci dit, les services qui sont autour, donc en fait, peuvent justement être payants. Donc, et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que nous, on s'inscrit par rapport à la gestion pour le compte du Parc national de Guadeloupe, de la concession et du Grand État Chute du Carbet, parce que on ne peut pas empêcher aux gens d'aller gratuitement dans la nature. Sauf qu'il y a des infrastructures qui ont été mises en place, qui sont entretenues, il y a des toilettes, il y a un certain nombre de services, comme le parking et tout ça. Tout ça, effectivement, fait partie d'un service où les gens vont venir, ils vont être à l'aise, ils ne seront pas dans la boue, ils ne seront pas dans des situations un peu inconfortables. Donc tout ça, c'est un prix. D'accord? Et donc, parce qu'évidemment, on connaît le problème, c'est que souvent, on a de gros investissements ici, mais il n'y a pas d'entretien. Donc, on a un gros investissement initial. C'est ça. Et après, on laisse pourrir. Voilà, on ne comprend pas. Bon, voilà, le truc est à la débandade là. Enfin, c'est délabré. Puis, finalement, ça a servi à quoi? On ne sait pas trop. Donc, là, l'intérêt, c'est justement le fait de payer, effectivement, ça permet effectivement de pérenniser, en fait, de pérenniser l'outil, de permettre justement d'avoir un accueil. Voilà, parce que c'est important que les gens, quand ils viennent, déjà, il y a un constat qui est clair, net et précis, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'accidents en forêt avant notre arrivée. Et c'est vrai que depuis, évidemment, la prévention fait que il y a beaucoup moins d'accidents parce que les gens, ils écoutent. Parce qu'ils ne connaissent pas. Surtout les Européens, ils viennent en pays tropical. Les gens, pour eux, on a l'habitude de Kibitin, on a l'habitude d'ailleurs, ça veut dire qu'ils ne pas connaître. Donc, le fait qu'ils ne connaissent pas, ça entraîne des accidents, et voire même mortels des fois. Donc là, on est là pour justement prévenir et puis soulager aussi les pompiers, parce que les pauvres, les gars, C'est vrai que quand ils sont mobilisés, l'hélicoptère doit monter à la soufrière et qu'on sort, Ah ouais. Si on peut éviter... C'est bien. Surtout qu'il y a des fois des interventions beaucoup plus... on a des disparitions. On a pas mal de choses quand même qui se passent. Oui, parce qu'en fait, pas dans notre zone. Là, tu vas nous dire, on se perd beaucoup au niveau des chutes ou ça va? Pas du tout, on ne se perd pas. On trouve toujours son chemin aux chutes. Toujours son chemin, c'est très bien balisé, très bien tenu. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de la fréquentation? On a une bonne fréquentation. Cette année, ça a été quand même... on a été quand même bien servi. On a eu pas mal de personnes et la fréquentation était vraiment assez intense. Ça en continue? Il y a toujours des touristes? On a toujours des touristes et c'est vrai qu'on suit la période haute saison et creuse, mais même dans la basse saison, on a du monde. Si on n'a pas des étrangers, on a des locaux qui viennent. Donc le tourisme vert? Ça marche bien. C'est une bonne affaire? C'est une bonne affaire.
Et au niveau de... Quand vous parlez justement des tracés, de ce que vous proposez, comment les clients sont réceptifs? Comment les gens, les Guadeloupéens sont réceptifs? Et les touristes? Concernant les Guadeloupéens, ça dépend. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on a vraiment commencé ce travail de pédagogie à expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes là, mais sachez qu'il y a un risque, surtout quand il pleut. Faites attention parce qu'il y a une rivière. N'essayez pas de la franchir parce que vous allez vous faire emporter. Faites attention parce que ça reste glissant. En fait, il y en a qui arrivent et, comme il disait, ils pensent connaître. Mais il y a quand même ce travail et ce devoir que nous avons d'informer sur ce qu'il y a, les risques qu'il y a, et aussi sur ce qu'on a en boutique en fait. C'est-à-dire que on est certes gestionnaire, mais on a quand même aussi une boutique à l'intérieur, une boutique souvenir. Et notre but aussi, c'est de promouvoir le site des Chutes du Carbet, le site du Grand Étang, mais également notre boutique et l'infrastructure. Donc le but, c'est pas de réglementer l'accès, finalement. C'est plus de sécuriser en fait le parcours de chacun et valoriser nos productions locales. Exactement. C'est vraiment valoriser nos productions locales. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Et d'ailleurs, on ne peut pas être dans un site comme ça où, en fait, c'est vraiment le patrimoine de Guadeloupe. Hein. Ces richesses en nous, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un site qui est emblématique, un site qui en fait, d'ailleurs, j'aime bien quand... Il y a des sites cachés derrière le site. Hein. Exactement. Parce qu'il y a des endroits que les gens ne connaissent pas, mais qui sont magnifiques. Mais nous ne pouvons pas aller de ça là. J'étais même prêt à sacrifier un de mes endroits préférés, parce que c'est pas loin d'une des chutes, n'est-ce pas? Paradise, vers Paradise. Il sacrifie, il n'y a plus de Paradise. Il n'y a plus de Paradise. Tout le monde va là. Ouais. Non, mais c'est interdit, c'est fermé. Oui, là tu parles du Paradise quand tu vas, il y a la descente, tu rentres dans le petit sentier, ils avaient barré. Les deux. C'est toujours barré. Les deux, toute la rivière. Mais la barrière est partie où? C'est quelqu'un qui l'a fait tomber. En plusieurs temps, hein, parce que oui. ils avaient commencé à l'abîmer et tout, et j'ai vu qu'effectivement là elle est tombée. Suite à la chute de la personne qui est décédée, ils ont abattu la barrière. Oui, c'est ça aussi le problème, c'est qu'une fois qu'il y a un accident, il y a quelque chose de grave qui se passe, on peut avoir des fermetures aussi de nos sentiers, de nos accès. C'est déjà fermé avant. Oui, c'est déjà fermé, mais on constate quand même que Harold est bien au courant des choses. Hein. Ah oui, mais il y a des choses quand même. C'est le vrai Guadeloupéen, quoi. Mais il y a des choses exceptionnelles là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des sources quand même qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Je ne vais pas motiver les gens à y aller parce que... Il faut savoir, quand il y a un arrêté qui fait une interdiction, c'est pas pour le plaisir. C'est parce que c'est la sécurité des personnes qu'on fait. Donc si aujourd'hui les autorités se permettent de mettre un arrêté pour dire il y a interdiction d'aller à tel site en Guadeloupe, c'est qu'il y a vraiment... Mais on a encore un peu du mal avec cette logique-là. C'est-à-dire qu'avant que les autorités ne viennent établir règles, les gens aussi ont leur pratique. Autant il y a ceux qui ne connaissent pas, autant il y a certaines personnes qui fréquentent la rivière depuis qu'ils sont nés et qui ont leur sentier, qui marchent dans la nature. On est habitué à de telles choses quand on nous dit qu'il y a un danger, il faut respecter quand même. Parce que s'ils ont fermé Grosse Corde et Paradise, c'est parce qu'il y avait quand même un danger imminent. Ce sont des gorges, donc là, il fallait qu'ils risquent de s'effondrer. Donc il faudrait vraiment respecter ça. Si les gens ne respectent pas, et voilà. Ah non, mais là... Et qu'est-ce qu'ils disent après? On n'était pas informés, on ne nous a pas dit. Ah non, là, c'était visible, hein. Puisque de toute façon, il y avait une barrière. Et toute la barrière qui était énorme, il faut le dire, c'était plus aucun homme, elle s'est retrouvée complètement en contrebas, parce qu'on ne pouvait pas passer à la base. Et après... C'était fait pour. On ne pouvait pas du tout, il n'y avait pas du tout d'accès. Mais après, vous voyez bien, petit à petit, ils sont venus, et maintenant l'accès est réouvert. Donc, est-ce qu'on pourra gérer comme ça? En disant, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a un danger imminent, est-ce que c'est ce qui va arrêter les gens pour autant?
Mais c'est ça qui est compliqué. C'est ça, sur les sites naturels. C'est compliqué, mais n'empêche que la responsabilité incombe à la municipalité, parce que bon là, au parc et à nous-mêmes, puisqu'en fait on est gestionnaire de cette partie-là, et donc du coup on a l'obligation justement de faire cette démarche de communication pour que les gens comprennent qu'il y a un danger. Et le danger, franchement, je peux t'assurer que j'ai vu les images, parce que c'est pas, en fait, c'est vraiment pas pour embêter les gens. Hein. C'est vraiment qu'il y a un vrai danger. Il faut pas être là, hein, très clairement. Il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger et parce qu'il y a eu un premier éboulement qui était impressionnant, puisque même le pont même a pris du plomb dedans. Et donc, donc ça a déstabilisé donc, une partie en amont, puisqu'en fait, il y a tout un massif qu'on appelle le massif de la citerne qui en fait est instable, quoi. Donc, rien du tout. Et puis, les gens qui pourraient se retrouver là à ce moment-là, eh ben, ils peuvent se retrouver complètement ensevelis parce que c'est pas 10 ni 20 mètres cubes. Hein. C'est énorme. Moi, j'ai vu les images et franchement, ça donne la chair de poule. Hein, ça donne froid au dos. Vraiment froid dans le dos parce que c'est vraiment, c'est pas de la rigolade. Donc, quand on dit aux gens, pas aller... Il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Mais il faut la raison. Pédagogie derrière, il faut bien expliquer aussi. C'est ça. Mais quand on explique aux gens, ils comprennent. Hein. Bon, après, il y en a qui disent, bon, ça fait des années qu'on va là, on est toujours allé là, il ne s'est jamais rien passé. Bon, à la limite, c'est à nos risques et périls. Oui, risques et périls, mais là, on va vite arriver là. Tu vas mobiliser, etc. de secours. Et puis le discours change un petit peu hein, quand on est devant le fait accompli. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, et c'est pour ça aussi que c'est important le travail que nous faisons de sensibilisation, d'accueil, de communication et d'animation du site. Et ça devrait être autant pour pas mal de sites en Guadeloupe. On a des sites qui sont extraordinaires. Moi, je vois le nombre de personnes qui vont... Même à la Soufrière, hein, la Soufrière aussi pourrait faire partie de ce genre de projet. Mais c'est ça. La Pointe des Châteaux, enfin, il y a des endroits qui sont exceptionnels, vraiment exceptionnels. Tu parles de la Soufrière. Là, j'ai entendu que, par exemple, les Japonais vont faire payer pour l'ascension du mont Fuji. Oui. Maintenant, juste pour monter sur le mont Fuji, puisque c'est des centaines de milliers de personnes qui passent par là, juste pour monter, je crois qu'il faudra sortir un petit 15 € quand même de sa poche. Voilà. Donc, mais c'est ça, il y a un impact. C'est-à-dire que la fréquentation, ça crée... l'érosion, ça accélère. Mais quand on regarde, par exemple, l'aménagement, rien que l'aménagement pour accéder à la deuxième chute, et en partie, enfin, il y a déjà eu plus d'1 million sur les 15-20 ans là, plus d'1 million d'euros d'investissement là-dedans. Et c'est régulièrement, chaque fois qu'il y a une tempête, chaque fois qu'il y a quelque chose, un pied bois à tomber, voilà. C'est-à-dire que le parking, tout le temps, il faut l'entretenir. Ça demande énormément. Alors, on dit, ouais, on paye des impôts, putain, ceci, cela. Mais souvent, c'est ça, il va payer impôts, les gars, ça. Mais enfin, bref. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, on est quasiment livré à nous-mêmes en fait dans cette situation-là. Si nous, en Guadeloupe, on ne prend pas les choses en main, en fait, on va se retrouver toujours dans la même chose. Hein. C'est toujours le même train-train et tout ça. Il faut qu'on prenne les choses en main et c'est ce que nous essayons avec nos petits moyens de faire, de sensibiliser et puis d'intéresser notre jeunesse aussi parce qu'en fait, voilà, hein, c'est passer la main quoi aussi parce qu'on a une jeunesse qui en veut de plus en plus. Avant, on pouvait dire, ouais, ces jeunes-là, bitin. Non, il y a vraiment des jeunes qui sont hyper motivés, hyper compétents en Guadeloupe et qui malheureusement souvent sont obligés de partir apporter leur savoir-faire ailleurs, alors que nous ni les moyens de laisser faire un pays là. Mais il faut qu'on développe les offres en local. Il faut qu'on développe. Par exemple, vous arrivez sur le marché, comme vous dites, c'est exceptionnel. C'est une activité comme ça qui voit le jour, alors que techniquement, comme vous le dites, on a des dizaines et des dizaines de sites où on pourrait poster des personnes qui pourraient travailler, donc générer du revenu et de l'emploi en fait. Tout à fait. Moi, je vois un exemple très simple, hein, parce qu'on avait une mission comme ça juste à côté, sur l'île à 70 bornes d'ici, sur l'île de la Dominique, où ils ont quand même 3 parcs nationaux. Et en fait, ils ont, avec ce qu'on paye en termes d'entrée, de taxes et tout ça, ils font quoi? Ils font des aménagements.
Ils mettent en place des espaces pour que les vendeurs du coin puissent venir aussi. C'est ça. Voilà, donc ça développe vraiment une activité autour de ça. Et donc, du coup, ça fait que tout le monde, en fait... Parce que nous, il n'y a pas de vie autour des sites. C'est ça. Si on regarde, il n'y a aucune vie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut animer ça. Et du coup, comme la plupart des sites, il n'y a pas vraiment l'accueil. Donc du coup, les gens viennent et puis ils font un peu tout et n'importe quoi. Après ça, bon, il faut payer quelqu'un pour ramasser les ordures. Donc là, évidemment, on va attendre sur les subventions pour pouvoir payer quelqu'un. Mais c'est quoi? Mais non, on peut sensibiliser les gens au départ. Déjà, le fait qu'il y ait du monde sur le site, déjà, ça dissuade ceux qui voudraient éventuellement venir servir de dépôt sauvage, de dépôt d'ordures, parce que sincèrement, je te dis, on a ramassé une benne non, mais il y en a plein qui profitent du calme des bois pour aller faire leurs petites affaires. On le sait très bien, ça sert beaucoup de décharge, on le sait, mais il doit y avoir, comme vous le dites, l'entretien aussi derrière. Et l'entretien doit se faire régulièrement. C'est pas un coup qu'on fait comme ça et puis après on laisse le site à l'abandon. Et il y a la problématique de la vie, ça c'est vrai. On n'a jamais de vie, il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de petit pistache, un petit cacahuète, un petit bitin. Même ça, tu ne trouves pas quand tu vas faire une ascension de la soufrière, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'à l'étranger, dès qu'il y a un site, il y a de l'activité économique tout autour. Mais quand vous faites les tours, on ne vous demande pas s'il y a d'autres choses disponibles? C'est-à-dire notre site à voir? Oui, quand vous faites des visites, oui. On ne vous demande pas s'il y a d'autres activités, s'il n'y a pas des vendeurs. Nous, on est là aussi pour porter aussi ce message, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a plus de 300 km de sentiers de randonnée. Donc il y a beaucoup à faire, donc on est là pour pouvoir... donc 300 km de sentiers? Le sentier de randonnée. Donc on pourrait mettre plein d'activités partout, quoi. On ne dira pas partout, parce qu'il y en a dans le parc national, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Mais il y a des choses à faire, effectivement, des aménagements sur d'autres sites. Par exemple, la soufrière, il y aura la maison du volcan qui va être aussi tout à l'heure. Ce sera un site aussi comme ça. La troisième chute peut être aussi notre site. Il y a plusieurs sites qu'on pourra aménager de telle manière à bénéficier de ces genres d'activités. Il y a du boulot. On a énormément de travail. Mais est-ce que le projet a de l'écho? Oui, c'est un projet qui... Est-ce que ça parle à d'autres sites? Mais oui, puisqu'on a déjà eu, personnellement, quelques visites de certaines personnes qui voudraient justement développer des activités dans leur commune. Donc nous, bon, à la limite, si on peut apporter notre expertise, on est preneur, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est, on est des jurassiques de l'écotourisme en Guadeloupe. Non, mais c'est vrai que, et franchement, c'est vraiment un métier d'avenir, c'est vraiment... et puis il y a tellement de connexions à travers dans le tourisme, il y a tellement de connexions possibles. Par exemple, on a beaucoup d'artisans avec lesquels on travaille. La filière bois, normalement, devrait être mise en valeur. Par exemple, et on a, par exemple, des animations qu'on fait, où on fait venir des auteurs, que ce soit, des conteurs. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, de jour comme de nuit d'ailleurs. C'est-à-dire que vraiment donner vie à toutes vos envies de découverte et puis aussi à vraiment s'accaparer, s'approprier vraiment ce patrimoine qui est exceptionnel. Moi, franchement, c'est quelque chose qui nous parle et on espère, on fait tout pour que ça parle à tout un chacun, pour qu'il soit conscient que, ben oui, c'est des filières, il y a pas mal... Cette filière-là, on peut la développer, on peut vraiment faire encore plein d'autres choses à partir de ça. Et ce projet-là doit être un projet pilote pour tous les autres sites de Guadeloupe qui voudraient justement aussi développer des activités. Et puis, en fait, donner à manger à nos enfants, quoi. C'est-à-dire, les occuper, donner, vraiment, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On veut développer le tourisme, mais il faut donner du grand amour. On a l'outil, il faut l'exploiter. On a l'outil, il faut les bras pour l'exploiter. C'est ça. Donc, on a des formations, on a des écoles ici qui forment des jeunes, mais pour qui, pourquoi là, nous avons proposé. Nous, on a des choses à proposer, on a des choses à offrir, donc on fait notre part en tout cas.
on fait notre part. Et c'est vrai qu'avec la petite équipe là, on est quand même une bonne dizaine, avec même des jeunes apprentis aussi qui sont avec nous. Et puis la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est nous les plus vieux là en fait. Donc passe le flambeau. C'est comme ça que c'est bon. Mais c'est ça en fait. Donc à partir du moment que en fait plus de la moitié, plus de 60% de l'équipe, ils sont moins de 25 ans. Donc on a quand même l'assurance, une bonne assurance derrière quoi. Et d'ailleurs, on a Maïdi sur le plateau. On a le jeu d'ailleurs pour la fête des mères. Exactement. Comment ça va se passer? Alors, à l'occasion de la fête des mères, on a décidé de lancer un jeu concours sur notre Instagram qui, je pense, va parler à plus d'une. Donc, il suffit de s'abonner sur nos comptes Instagram, liker la publication et commenter. La petite particularité qu'on a mis, c'est qu'il ne faut pas seulement identifier des amis, mais il faut également commenter avec un proverbe créole. Ah, tout ça? Sur la femme, mère, télécharger notre application, faire une capture d'écran et nous envoyer un message Instagram. Donc, parmi les lots, je pense que c'est ce qui va surtout parler, c'est un billet de bateau et une nuit d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles en Dominique. Oui, ça m'intéresse. Alors, c'est quoi l'Instagram? Chute du Carbet. Alors, Chute du Carbet. Et Maranatha Tour. Attends, j'ai fait une faute. Chute du Carbet. Désolé, chers téléspectateurs, je suis en train de faire mon petit business, mais je vous conseille de noter en même temps que moi d'ailleurs. Alors, Chute du Carbet. Ah, j'ai du mal à trouver. Et Maranatha Tour, je trouve une autre adresse. Oui. Peut-être certainement, hein. Maranatha. Tour. Maranatha. Tour. Tour. S. Avec S. Et ça sort MT Tour? Non. Non, c'est pas le bon? Bon, on va régler ça. On va régler ça tout à l'heure, juste quand on termine le plateau. On va laisser quand même le mot de la fin parce que quand même le projet est dans les tuyaux depuis 3 ans maintenant. Vous arrivez quand même à tenir la barque, faire découvrir les chutes du Carbet, essayer de rentabiliser avec une petite boutique. Maintenant, il ne reste plus qu'à développer ce projet sur plusieurs sites. Pour moi, c'est viable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, bon, effectivement, c'est une concession qui est sur 4 ans. Donc là, il s'agit bien sûr de vraiment faire en sorte que ça impacte tout un chacun, hein, que vraiment que le Guadeloupéen puisse se retrouver dedans. D'ailleurs, c'est vrai qu'en termes de tarification, on a une tarification qui est un peu spécifique aussi pour les locaux. Hein. Donc, ce qui est tout à fait normal, puisque bon, voilà, ils sont pas de passage. Mais il y a intérêt. On est d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc c'est très important pour nous justement de mettre en avant cette dimension culturelle, naturelle du site. Et d'ailleurs, tu verras que régulièrement, il y a des publications pour sensibiliser sur la faune, la flore qui se trouvent sur le site. Et donc voilà. On va un post sur la mangouste, par exemple. Par exemple. La mangouste qui a été pendant très longtemps quand même un animal pas très apprécié, pas très aimé. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on était pris au mangouste, c'était pas flatteur du tout. Du tout. Mais maintenant, on trouve ça mignon. Voilà. Voilà. Donc, surtout mangloustif, c'était encore... C'était l'option. C'est ça. Au-dessus. Donc, voilà. Donc, effectivement, nous, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est de sensibiliser sur c'est cette richesse qu'on a dans l'archipel guadeloupéen et comment faire pour pouvoir valoriser tout ça, comment faire pour pouvoir mettre tout ça en musique pour qu'on puisse vraiment être maître de notre destinée, quoi. C'est surtout ça, en fait, parce que... Alors, pour cas pratico-pratique, vous fonctionnez depuis 3 ans maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a un équilibre budgétaire? Je dirais que oui, puisque malgré, pas sans mal, hein, malgré effectivement pas mal de difficultés au niveau même de l'exploitation elle-même, mais on a quand même traversé Covid et consorts, quoi. Donc, Covid, barrage par-ci, par-là.
C'était pas évident. Du tout. Pas évident. Mais je pense que quand on est déterminé, quand on sait qu'on a raison, on va dire quelque part, quand on sait pourquoi on se bat, eh bien, rien ne peut pas arrêter ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que après, bon, on dit rien ne peut pas arrêter ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. On se bat pour nous, mais surtout pour nos enfants demain, parce que moi, en tant que voyagiste, peut-être 1 an ou 2 avant l'événement Covid, j'étais fatigué de voir le nombre de personnes qui nous appelaient à l'agence pour avoir des billets aller simples. Ah ouais, il n'y a pas de travail aussi, ça, mais c'est pas possible. Je dis aux gens, écoutez, c'est pas que j'ai pas envie de travailler, mais réfléchis encore. Parce que moi, ça me fatigue de voir le nombre de Guadeloupéens qui veulent partir. Le pays là, qu'à dévider. Et bizarrement, c'est forcément pas une bonne option. Mais non, mais oui, bizarrement, depuis qu'on est au niveau de la concession, ben, on voit effectivement arriver beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs. Et bien, on l'a j'ai installé. Alors, je ne comprends pas. Beaucoup voient le joyau qu'est la Guadeloupe. Voilà, mais ils s'installent, ils travaillent, et tant nous pas travailler, ils pas trouver, ou bien, voilà, ils n'ont pas parti. Donc, il faut nous créer activité. Donc, il y a quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut nous trouver une médaille. Hein. Nous qui trouver. Voilà. Il y avait volonté, il y avait vision. C'est ça, avec une vraie vision et puis être déterminé. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venu sur ce plateau ce soir nous parler donc de l'agence Maranatha Tour. C'est Maranatha mais il y a HA à la fin. Il y a un H et j'avais zappé le H. Donc j'ai retrouvé l'adresse. Vous pouvez jouer, ils ont un jeu, il y a beaucoup de lots à gagner et ils mettent en valeur effectivement le site des chutes du Carbet. C'est la première exploitation de ce type en espérant effectivement que le projet soit démultiplié à l'échelle de l'archipel. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous opérez et la vision. Ça, je salue. Merci, on se retrouve après la pub.